Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show. Cette fois-ci, on va parler de différentes choses. Mais d'abord, petite news sur la chaîne. La vidéo sur Ryzen est un petit peu retardée. Le PC dans lequel il y a Ryzen que je monte pour une autre personne a un petit problème d'alimentation. C'est surtout le ventilateur d'alimentation qui fait un peu de bruit. Ce qui indique peut-être qu'il va peut-être rendre l'âme au bout de quelques temps, on ne sait jamais. Donc je l'ai renvoyé pour être sûr. Du coup, ça arrive assez rarement. Si vous demandez, si vous posez la question, de tous les PC que j'ai construit, c'est la première fois que j'ai un problème d'alimentation en fait. C'est plus la carte graphique, il y a des fois des petits problèmes, mais bon. Dans tous les cas, bref, la vidéo Ryzen du coup devrait peut-être arriver la semaine prochaine, si je la reçois en temps et en heure. Parce que ça prend du temps de la renvoyer, ça prend du temps d'en recevoir une nouvelle. J'essaie de voir avec eux s'ils pouvaient pas m'envoyer une nouvelle directement, vu que j'utilise une version pro du site LDLC, donc c'est plus rapide normalement, il y a un meilleur support technique. Le support technique est assez... sur le site pro, et c'est un vrai technicien que vous avez quand vous appelez, donc c'est plutôt agréable ça. Mais enfin bref, passons aux news de la semaine, tout simplement. Donc, SpaceX, je pense que vous connaissez tous SpaceX, c'est la société privée de Elon Musk qui permet d'envoyer des satellites dans l'espace. Non, en tout cas, ça c'est leur but commercial, pour financer un plan plus... pas machiavélique, un plan plus lointain de Elon Musk, c'est d'envoyer un homme sur Mars. Donc il envoie des satellites commerciaux dans l'espace afin de financer ça et de financer la création de fusées. Donc ils ont réussi à faire atterrir une Falcon 9 sur une barge en plein milieu de la mer. Là il y en a qui vont me dire oui, bah ils font ça depuis un an. Sauf que cette Falcon 9 avait déjà décollé l'année dernière et avait déjà atterri sur la barge l'année dernière. C'était d'ailleurs la première Falcon 9 qui avait atterri sur la barge. Donc ils l'ont relancée voilà quelques jours. Et elle a réussi à d'abord livrer ce qu'elle devait livrer dans l'espace. Et elle a réussi à atterrir sur la barge après. Alors on n'a pas vraiment d'image de l'atterrissage, ce qui est un peu dommage. Ils ont eu des problèmes. Enfin, le gros problème c'est que on s'en rend pas compte. Hein, mais je tiens juste à vous indiquer. Voyez le bout de la fusée ici où il y a le satellite. Vous pouvez mettre un autobus là-dedans. Pour information. Juste pour que vous ayez une idée de la taille du truc. Parce que quand on le voit comme ça posé, on se dit « Oh, c'est tout petit, c'est pas très grand. » C'est énorme en fait. Donc on s'en rend pas compte comme ça, mais c'est un assez gros objet. Et du coup, imaginez un objet qui fait littéralement plusieurs étages de haut, hein, atterrir depuis l'espace avec des fusées, ces fusées à fond, pour pouvoir ralentir sa chute. Et il atterrit sur une barge en plein milieu de la mer, comme ça. Ça fait des vibrations pas possibles. Du coup, l'antenne de transmission vidéo qui est linkée à un satellite, parce que la barge est à plusieurs centaines de kilomètres de la côte, eh bien, ce lien est rompu et du coup, les images sont... Voilà. Ce qui est un peu dommage. Normalement, ils ont toujours les images, quoi qu'il arrive, parce que c'est enregistré en local, évidemment. Donc... D'ici quelques temps, on devra avoir une vidéo peut-être sur leur chaîne ou autre chose où ils montreront l'atterrissage en complet, ce qui serait génial. Du coup, autre petit truc important. Alors, faut savoir, c'est pas la première fois techniquement, donc la partie basse, c'est le booster qu'on l'appelle, et c'est ça qui vient de pouvoir redécoller et réatterrir. Donc c'est ça qu'ils ont réutilisé, donc c'est une fusée réutilisable littéralement. Eux, ils aiment bien dire plutôt que c'est une fusée éprouvée pour le vol. C'est une flight proof en quelque sorte. Mais bon, c'est une fusée recyclée en quelque sorte plutôt. Du coup, c'est pas la première fois. La navette spatiale, je pense que vous devez le savoir, mais la navette spatiale était en partie réutilisable. Bon, déjà la navette, elle réatterrissait sur Terre, oui. Mais surtout aussi, vous voyez les deux trucs blancs, ça c'est les boosters de la navette. Le truc orange, c'est une réserve de carburant, donc ça on s'en fiche. Mais les boosters réatterrissaient dans la mer et les récupéraient après. Après, pour information, ça coûtait 500 millions de dollars pour remettre en état toute la navette, les boosters et tout ça, pour redécoller. Donc c'était très cher. Là, SpaceX l'a fait pour beaucoup moins cher déjà. Bon, ils n'ont pas dit vraiment les coûts, mais... Une chose est sûre, c'est qu'avec ça, ils peuvent garantir de pouvoir réduire les coûts de lancement de 30%. Donc ça veut dire qu'une fusée qui coûtait 60 millions coûtera 30% moins cher aux sociétés qui veulent lancer un truc dans l'espace et qui veulent bien utiliser une fusée qui a déjà été utilisée. Et du coup, ça, c'est vraiment bien. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais imaginez, vous prenez souvent l'avion et du jour au lendemain, on vous dit « Ouais, c'est 30% moins cher maintenant ». Ouais, c'est génial. Alors vous allez vous dire,
oui, mais c'est des boosters déjà utilisés, c'est peut-être dangereux ou autre chose. Peut-être, mais il y a aussi la garantie qu'il a déjà volé, donc peut-être que se dire il fonctionne bien. Parce que des fois, quelque chose de neuf est peut-être plus dangereux en réalité, parce que il n'a jamais volé, vous ne savez pas s'il va réussir à voler, donc ouais. Il y a pas mal d'arguments à faire. Une chose est sûre, c'est que déjà, ce premier booster ne sera pas réutilisé encore une fois. Pourquoi? Parce que c'est le premier, donc il va finir plutôt, pas dans un musée, mais il va finir à des endroits très importants chez SpaceX. Apparemment, la société qui a lancé le satellite, c'est un satellite par une société luxembourgeoise, va avoir une pièce pour mettre dans leurs bureaux principaux. Donc ça, c'est plutôt cool. J'aimerais bien une pièce, moi, de la fusée, moi aussi. Mais bon. Les fusées qu'ils lancent maintenant, par contre, ont été remodifiées depuis, parce que, par exemple, cette fusée a donné des indications sur « Hey, regarde, ici, ça prend beaucoup de dégâts quand ça atterrit, ça aussi, cette pièce-là ne résiste pas très bien. » Donc, maintenant, les nouvelles fusées qui produisent, qui sortent en ligne de production de chez SpaceX sont mieux prévues pour atterrir et réutiliser. Donc, dans le futur, ils prévoient même, d'ici l'année prochaine, ils essayeront. Bon, après, c'est les timelines SpaceX, donc je dirais plutôt d'ici 2019, pour être plus raisonnable. D'ici 2019, ils vont essayer de réutiliser une fusée en 24 heures. Enfin, ils voudraient en arriver à ce point-là. Donc, vous lancez une fusée, elle réatterrit 30 minutes plus tard. Ils la reconditionnent pendant la journée et le lendemain, elle redécolle. C'est à ce point-là. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. Et j'ai vraiment hâte de voir s'ils y arrivent, tout simplement. Ce serait assez exceptionnel, surtout s'ils le font pour pas trop cher. Alors, on va passer dans les autres news un petit peu plus traditionnelles. La DDR5... a été, on va dire, est presque finalisé. Alors, ça veut pas dire que vous allez en avoir l'année prochaine dans votre PC ou autre chose. Ça veut juste dire que une fois qu'ils ont finalisé le standard, donc qu'ils ont dit oh, tout le monde est d'accord, on fait ça, ok. Eh bien, ils commenceront la production d'ici plusieurs années. Donc, pour la DDR4, ça avait pris 3 ans depuis la finalisation de la norme. Donc, vous pouvez vous attendre à avoir de la DDR5, je dirais 2021. 2022 peut-être avec un peu de retard. Alors vous allez me dire à quoi ça sert. Alors déjà, la DDR5 n'a aucun rapport avec la GDDR5 qui était une ancienne norme pour les cartes graphiques qui n'a rien à voir. Et aussi, très important, la DDR5 apportera le double de vitesse par rapport à la DDR4. Donc ce sera très bien pour les PC. Surtout je pense à Ryzen qui est un processeur qui dépend énormément de la vitesse de la mémoire, qui lui profitera vraiment. Donc vous pourrez certainement vous attendre à des barrettes de RAM en DDR5 à 3000 MHz, voire même 4000 de base, et puis overclocké à plus de 5000 MHz, donc ce sera assez exceptionnel. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Bon, évidemment, c'est une technologie plutôt du futur, mais ça vous permet de voir un peu vers quoi on va, c'est plutôt assez intéressant. Ça devrait aussi réduire la consommation, parce que la DDR5 consommera moins, donc pour les ordinateurs portables, c'est bien. Pour même un PC fixe, c'est bien, parce que si la RAM consomme moins, ça fait plus d'énergie peut-être pour le processeur, justement. Donc c'est plutôt une news intéressante, même si, évidemment, on en est encore loin. Autre petite news, c'est le Galaxy S8 qui a été annoncé. J'en ai fait une vidéo, je vous la mettrai dans le petit i au-dessus à droite, si vous voulez aller la voir. Donc je vais juste vous dire vite fait que ils ont changé pas mal le design, surtout au niveau de l'écran, et que c'est maintenant un écran de 5,8 pouces et 6,2 pouces pour les deux versions. Et la version Edge ne s'appelle plus Edge, elle s'appelle Plus, donc voilà, elle est un peu plus grande. D'ailleurs, au niveau de cette news-là, je fais vite, ouais, je passe vite, hein. Allez voir la vidéo si vous voulez des informations. Par rapport à S8, Microsoft vendra une version spéciale Microsoft dans son store. Donc ça veut littéralement dire que Microsoft abandonne clairement Windows Mobile, hein, je veux dire. S'ils disent ouais, on va vendre des téléphones Android sur notre store, ça veut dire ouais, on compte plus faire de téléphones Windows Phone. Donc maintenant c'est à peu près confirmé. Donc il y aura tout ce qui est il y aura Cortana, Office, OneDrive et Outlook apparemment. Je suis pas trop convaincu par une version Microsoft personnellement, mais bon. Autre petite news par rapport au Galaxy S8, je mets toutes les infos en même temps. C'est que elle a alors le lecteur d'empreinte à l'arrière, il faut le savoir, et du coup la solution que Samsung donne un petit peu pour ceux qui n'aiment pas trop ça, c'est que vous pouvez le déverrouiller avec votre visage tout simplement. Donc peu importe votre tête, vous pouvez déverrouiller votre téléphone comme ça. Le problème, c'est que je ne le savais pas, je croyais qu'ils utilisaient un truc similaire à Windows Hello, parce que Windows Hello est un système de déverrouillage sur PC, sur Windows 10. Vous pouvez utiliser un code PIN par exemple sur Windows Hello, ou alors la reconnaissance faciale.
Ça utilise des scanners, en fait. Il faut pas juste une webcam, il faut des scanners qui envoient des infrarouges en plus pour pouvoir utiliser cette technologie-là. Et du coup, avec Windows Hello, même si vous mettez une image devant la caméra, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il détecte que c'est une image, tout simplement. Le problème, c'est qu'apparemment, Samsung n'a pas prévu le coup, et du coup, on peut déverrouiller avec une image. Donc, ma foi, si vous connaissez quelqu'un qui a un Galaxy S8 qui le déverrouille avec sa tête, prenez juste une photo de lui sur Facebook, imprimez-la, et vous pouvez déverrouiller son téléphone. Yay! Merci Samsung. J'aurais cru qu'ils y penseraient, ça, quand même. Microsoft va bientôt lancer la Creator Update d'ici le 5 avril, plutôt le... Bon, apparemment c'est plutôt le rollout va commencer le 11 avril en réalité, mais elle sera officialisée le 5 avril. Du coup, à partir du 11 avril, ça va prendre un petit peu de temps, vous l'aurez peut-être pas le 11 avril, peut-être le 12, peut-être le 13, le 14, on ne sait jamais. Une chose est sûre, c'est que ça arrivera, c'est pas une mise à jour si grosse que ça au final, donc principalement, ils ont mis plus d'options. Ils ont mis aussi le nouveau mode gamer, je pense qu'il y en a qui s'en doutent. Au final, je sais même pas pourquoi ça s'appelle Creator Update, parce que voilà. Ils ont aussi mis des options pour mieux retarder les mises à jour, parce que les gens, bah, évidemment, s'en plaignent. Je pense que vous avez tous été victimes. Donc maintenant, vous pourrez mieux reprogrammer les mises à jour pour qu'elles arrivent un petit peu moins vite, pour que vous ayez plus le temps de les prévoir. Donc il y a quand même des mises à jour, je pense, assez importantes, mais c'est pas une aussi grosse mise à jour qu'on pourrait le penser, quoi qu'il arrive. Une chose est sûre, c'est que ça améliorera les performances. Et vu que les mises à jour seront un peu moins violentes, ce sera bienvenu. Par contre, je vous conseille juste, si vous pouvez la retarder le plus possible, retardez-la. Parce qu'en général, je peux vous dire que des grosses updates comme ça, il y a des bugs, ok? Donc attendez avant de le mettre à jour. Ensuite, autre news, c'est au niveau d'AMD. Donc AMD avait promis des mises à jour du microcode de ces nouveaux processeurs Ryzen. Ils délivrent sur leurs promesses. Donc normalement, chaque mois, ils ont annoncé, ou en tout cas, ce mois-ci, ils vont sortir une mise à jour. Donc ça va passer par des mises à jour BIOS de vos cartes mères, si vous avez une carte mère en Ryzen, enfin AM4, et que vous avez un processeur Ryzen. Eh bien, ça devrait améliorer premièrement les performances, et aussi améliorer la compatibilité avec certaines choses, notamment la RAM. Le mois prochain plutôt, ils sortiront une autre mise à jour qui améliorera encore plus. Par contre, là, l'overclocking sur la RAM, c'est même pas juste le support de la RAM haute fréquence, là on parle carrément d'overclocking, et du coup ça permettra certainement d'utiliser de la RAM beaucoup plus haute fréquence. Il faut savoir que Ryzen, j'en parlerai dans mon mini-test Ryzen, mais Ryzen dépend énormément de la vitesse de la RAM, contrairement à Intel. Plus vous avez une RAM haute fréquence sur Ryzen, plus vous avez de performance. Au point même que des gens ont réussi à tester de la RAM à 3400 MHz, ce qui n'est pas si exceptionnel que ça. Hein. Il y a largement des RAM en vente à ces fréquences-là. Et ils ont eu des performances sur certains jeux supérieures à un Core i7 7700K qui avait une fréquence plus haute que le processeur Ryzen pourtant. Donc c'est très prometteur. Évidemment, ça va prendre un petit peu de temps, mais pour moi, ça m'indique juste une chose, et maintenant j'en suis sûr, c'est que l'année prochaine, je me prends un Ryzen 2, la version 2, qui sera améliorée, qui aura un support parfait pour la RAM d'ici là, parce qu'AMD aura fixé tous les petits problèmes de la nouvelle plateforme, et on aura certainement un processeur extrêmement puissant. Et je suis vraiment impatient de pouvoir mettre à jour tout simplement mon processeur vers quelque chose qui en vaut vraiment la peine, pas comme chez Intel ces derniers temps. Ils ont aussi fixé le bug FMA3, qui est un bug, quand vous utilisez certaines instructions, ça crachait le PC, donc un peu... Voilà, mais en général, ça n'arrivait pas parce que ces instructions sont plutôt rares. Il y avait aussi un bug quand le PC se mettait en veille et qu'il ressortait de veille, la fréquence paraissait plus haute. Donc ils ont réglé aussi le problème. Donc voilà. Mais bon, le mois prochain, ce sera l'OC de la mémoire qu'ils essayeront de régler. Personnellement, le Ryzen que j'ai de la RAM à 2666 MHz, qui est la fréquence de base de cette RAM-là, de toute manière. J'ai pas essayé plus, mais je pense que d'ici le test, vu que la mise à jour sera faite d'ici là, j'essayerai. Je pense même que la mise à jour est déjà sortie, donc je vous dirai si j'arrive à overclocker la RAM un petit peu plus haut. Parce que ça peut être intéressant, parce que le truc c'est que la plupart des tests de Ryzen datent de la sortie où il y avait plein enfin il y avait quand même pas mal de bugs. Maintenant, la plupart de ces bugs ont pas mal été fixés, donc je pense qu'un test un peu plus retardataire sera assez intéressant. Donc voilà. Alors, ça c'est le... Bon, Nvidia avait annoncé en même temps que la 1080 Ti des
1080, des GTX 1080 et 1060 avec de la RAM à plus haute fréquence, donc avec une bande passante plus importante. Elle commence à arriver chez les constructeurs, donc là par exemple chez Asus. Donc cette RAM-là sera... Enfin, les cartes graphiques qui utiliseront cette nouvelle RAM plus performante, qui apportera un petit peu plus de performance, seront estampillées, en tout cas chez Asus, 11 Go bps. Voilà, juste... Il faudra lire sur la boîte, vous aurez la GTX 1080 et puis vous aurez la GTX 1080 11 Go bps. J'ai vu d'autres marques qui faisaient version plus, ou je ne sais quoi encore. Une chose est sûre, c'est que Nvidia, on a une GTX 1060, 3 Go, GTX 1060, 6 Go, qui ne sont pas vraiment les mêmes cartes graphiques, parce que la 6 Go est moins... Enfin, c'est plutôt la 3 Go est castrée, c'est une 6 Go qui est castrée, donc elle n'a pas juste 3 Go de RAM en moins, elle a été en partie castrée, du coup elle a des performances légèrement en retraite. Au point même que je me demande si Nvidia n'a pas fait ça exprès pour donner l'impression que quand une carte a moins de RAM, elle est moins rapide. Alors qu'en réalité, si vous avez une GTX 1060 6 Go et que vous enleviez 3 Go de RAM, elle aura à peu près le même niveau de performance dans n'importe quel jeu, franchement. À part si vous jouez en très haute résolution, on voit presque pas la différence. Il y a beaucoup de tests qui sont disponibles sur le net, je vous laisse vous renseigner là-dessus. Une chose est sûre, c'est que, voilà, c'est ma théorie là-dessus, c'est la théorie du complot. Une chose est sûre, c'est que c'est le bordel, ok? On a des 1063 Go, des 1066 Go, et maintenant on a des 1060, 6 Go, 9 Go bps. Ou des versions 6 Go plus, ou je ne sais quoi encore. Nvidia, pour la prochaine génération, est-ce qu'on pourrait pas avoir juste on pourrait pas avoir une GTX 1150, une GTX 1160, une GTX 1170 et une GTX 1180. Et si tu ressors une nouvelle plus puissante, tu sais pas faire une GTX 1165 par exemple, ou une GTX 1185? Non, c'est trop demandé de juste faire un nom classique, pas trop compliqué, genre... vu que c'est 85, c'est légèrement plus puissant que la 80, donc c'est une version mise à jour. C'est simple et efficace, ça marche. Bon, je dis ça, mais AMD fait la même chose, de toute manière. Donc, j'aimerais juste que les compagnies, des fois, réfléchissent un peu plus au nom qu'ils donnent aux cartes. Dans tous les cas, elle sortira au même prix que la 1080 actuelle. Enfin, normalement, on ne sait pas s'il y aura des surcoûts des constructeurs. S'il y a des constructeurs qui aiment bien mettre... elle coûte bien 20 € en plus pour ça, hein, ou 30, 50 € en plus. Donc, on verra bien. Mais une chose est sûre, c'est si vous pouvez l'avoir au même prix que l'autre, prenez-la. Évidemment, ça semble logique. Autre petite news, c'est au niveau de Blizzard qui va faire une version remasterisée de StarCraft, le 1, pas le 2, parce que le 2 est déjà pas mal, hein. Donc ce sera remasterisé apparemment jusqu'en 4K, je vais zoomer un petit peu, ce sera remasterisé en 4K, ça a l'air génial, franchement. Mais bon, en gros, ça veut dire que c'est une version qui marchera sur les systèmes d'exploitation modernes avec des meilleurs réglages graphiques, certainement du full support pour les nouvelles résolutions, dont le 4K. Donc c'est cool, parce que personnellement, j'ai toujours voulu jouer à StarCraft, mais j'étais un peu refroidi par le fait que des fois, quand on veut jouer à un vieux jeu comme ça, c'est pas très compatible, il faut un peu bricoler pour que ça marche, ou installer des mods par exemple, donc c'est cool, moi je trouve que c'est cool. C'est un petit peu le remaster que je trouve cool de la semaine, pas comme ceux de Ubisoft. Alors, autre news, c'est au niveau de Samsung qui vient d'annoncer un écran de 34 foot, donc c'est 34 pieds. Je sais plus quelle taille ça fait, mais voyez l'écran devant vous là. Voilà, c'est cet écran-là. Oui, c'est un écran. Ce n'est pas un projecteur derrière autre chose, c'est un écran 4K HDR pour des salles de cinéma. Bon, c'est pas les grosses salles de cinéma, c'est plutôt des petites salles de cinéma privées. Bon, si vous êtes sacrément riche, ma foi, vous pouvez vous en payer une. Mais c'est plutôt cool parce que premièrement, c'est la première fois qu'on a le support de l'HDR au cinéma, parce que avec un projecteur, il n'y a pas d'HDR, tout simplement, parce que le projecteur émet de la lumière en permanence, et pour être compatible avec les normes HDR, il faut obligatoirement avoir des LED haute performance qui puissent vraiment être pratiquement éteintes, vraiment. En gros, pour l'HDR, il faut un taux de contraste énorme. Du coup, un projecteur peut pas avoir un énorme taux de contraste. C'est juste pas possible. Donc, c'est plutôt cool. Mais c'est clairement le truc overkill. Hein. On va être très honnête, c'est totalement overkill. Mais bon, si Samsung veut bien m'en envoyer un, je ne dis pas non. Je n'ai pas du tout la place chez moi. Je pourrais le mettre dans la grange. Oui, je le mettrai dans la grange, à côté du tracteur. Ce sera génial. Je regarderai un petit film de temps en temps. Ce sera cool. Donc, Samsung, n'hésite pas. Hein.
Je ne dis pas non. Pas de batterie avec, par contre. Hein, j'ai pas envie d'exploser. Ah, et enfin, dernière news. C'est tout simplement, je pense que vous l'avez vu. C'était le 1er avril hier. Oui, je sais, c'est fou. Et il y a eu pas mal de blagues. J'aime particulièrement la blague de LDLC.com, donc je vous la mets. Il y en a eu plein d'autres. Il y a eu Nvidia qui a fait une fausse clé USB que vous branchez dans votre PC et ça vous permet d'utiliser une IA qui joue à votre place. Là aussi, la vidéo était plutôt bien faite. Il y avait aussi des vidéos sur... Bon, il y en avait plein, en fait. Il y en avait vraiment plein. Mais bon, ma préférée, je dirais que c'est LDLC. Elle parodie un petit peu les chaînes de télévision. Et vous savez mon amour pour les chaînes de télévision, certains. Donc, ça parodie un petit peu TF1, genre avec des émissions, genre une config presque parfaite à la place de... vous savez quelle autre émission, hein. Donc c'est plutôt marrant, je vous conseille de regarder. Et je suppose qu'il doit y avoir plein de trucs sur le web de compilation des meilleurs canulars. Pour information, Google, sur Google Maps, vous pouviez jouer à Pac-Man sur Google Maps. Et puis il y en avait d'autres comme ça. Bref, Mojang aussi a sorti un truc, c'était genre une fausse console ou je ne sais quoi, un trailer pour une fausse console. Bref. Dans tous les cas, c'est tout pour cette Minute Tech, je vais dire. Non, c'est une autre chaîne. Ça. Enfin, c'était une autre chaîne. Enfin, j'ai toujours l'autre chaîne, mais j'ai plus de contenu là. Bref. C'est tout pour ce Texama Show de cette semaine-ci. N'hésitez... Voilà. Vous avez compris. C'est toujours la même outro. Vous savez ce que j'ai demandé.